Bonjour, apprendre vite et bien, c'est vraiment une question que tout le monde se pose. Et c'est une problématique qu'on rencontre quand on est professeur, quand on est parent et quand on est élève. Et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous parce qu'en fait, moi, je n'ai pas trouvé tout de suite comment faire pour apprendre vite et bien. Eh bien, je pense que je rejoins un certain nombre d'entre vous qui êtes professeurs, enseignants et qui êtes en ce moment en ligne. Et j'étais confrontée, en fait, quand j'étais professeure, à différents problèmes avec ma classe et notamment un phénomène bizarre. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on changeait de sujet, à chaque fois qu'on avançait dans le programme, j'avais l'impression que le reste s'effaçait complètement. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, il y a un truc que je ne sais pas bien faire. Autre chose, j'avais l'impression qu'au fur et à mesure que le cours passait, eh bien, tout simplement, je voyais les élèves décrocher petit à petit. Et je me dis, mais zut, je ne suis pas passionnante, je ne m'y prends pas très bien. Et ça, je pense que je rejoins un certain nombre de problématiques de professeurs. Et puis après, j'ai eu la chance en fait, je fais un deuxième métier, c'est que en fait, je suis tout simplement maman. Et avec mes 6 enfants, j'ai comme une mini-classe chez moi. Et je pense spécialement à un de mes enfants pour qui, dès qu'il a fallu rester assis, dès qu'il a fallu écrire, tenir un stylo, suivre des lignes, ça a été très compliqué. Et donc CP, CE1, difficulté à apprendre à lire, à écrire. Et puis on est arrivé, donc j'étais un peu convoquée tout le temps par les enseignants. Et arrivée en classe de CM1, sa maîtresse me convoque, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Est-ce que vous savez que votre fils est doué en mathématiques ?» J'avais jamais vu ça. Je psychotais sur le français. Je me dis « Mais comment on va s'en sortir ?» Et je lui dis « Mais comment vous allez faire pour le français? Vous êtes gentil avec vos maths, mais comment on va faire pour le français ?» Et elle me dit « Écoutez, on se revoit après les vacances de la Toussaint et on fait un petit point. » Elle me convoque, elle m'ouvre les cahiers. Plus rien à voir. Vous savez, en primaire, c'est conjugaison, grammaire, orthographe, vocabulaire. Vraiment, tout était beaucoup plus assimilé et avançait. Voilà, tout était appris correctement. Et je lui dis, mais madame, mais les bras m'en tombent. Comment vous avez fait? Et elle me dit, je vous ai dit que votre fils avait des capacités en mathématiques. Je lui ai donné des problèmes de CM1. Il les a fait à l'aise. Je lui ai donné des problèmes de CM2. Il les a fait à l'aise. Je lui ai donné des problèmes de 6e. Là, il a fallu qu'il commence à réfléchir. Mais comme c'était un domaine dans lequel il avait confiance en lui, dans lequel il était à l'aise, eh bien, en fait, ça ne le dérangeait pas d'y passer du temps, même si la solution n'arrivait pas tout de suite. Et en fait, à la suite de cette expérience-là, en fait, avec cet institut, on s'est dit, mais en fait, pour faire avancer un enfant, il faut appuyer là où ça va bien. Parce que là où les domaines dans lesquels on lui donne à manger, on lui donne de la matière là où ça va bien, c'est à ces moments-là que dans son cerveau, il fabrique des nouvelles connexions. Et en fabriquant des nouvelles connexions dans un domaine dans lequel il est doué, dans lequel il a du talent, eh bien, ça lui permet de réutiliser ces connexions entre tous ces petits neurones qu'il a fabriqués en réfléchissant, en comprenant. Il les réutilise dans les matières pour lesquelles c'est difficile. Et jusqu'à présent, moi, quand j'étais prof, j'appuyais là où ça allait mal avec mes élèves. Et donc, j'ai complètement inversé. Et à partir de ces expériences de prof et de cette expérience familiale, j'ai monté le cabinet qui s'appelle Hop dans la tête. Et qu'est-ce que je fais dans ce cabinet? Eh bien, je reçois des élèves en consultation qui ont des problèmes pour apprendre. Des problèmes d'attention, des problèmes, ils savent pas, ils arrivent à la maison, ils ne savent pas quoi faire. Ou alors ils travaillent des heures et ça ne produit aucun résultat. Ils ont aussi différentes problématiques dans les apprentissages. J'organise des conférences pour les parents, pour les professeurs, pour former les professeurs et des stages pour les jeunes pendant les vacances, pour leur donner des outils. En fait, souvent, je trouve que les élèves sont désarmés. Ils ont de la bonne volonté, mais en fait, vraisemblablement, vraiment, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et aujourd'hui, je vais m'appuyer sur l'outil que j'ai trouvé le plus extraordinaire, qui est l'outil proposé par la pédagogie d'Antoine de la Garandrie, qui s'appelle la gestion mentale. Si je voulais vous expliquer rapidement ce qu'était la gestion mentale, je vais vous faire une petite comparaison. Vous avez, vous, peut-être appris à nager, vous avez appris à faire du vélo, vous avez appris à faire du ski, à faire du tennis. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez eu un professeur qui vous a expliqué les gestes à faire, qui vous a expliqué dans quel ordre il fallait les faire. Eh bien, pour apprendre, ce monsieur Antoine de la Garandrie a mis en évidence qu'il fallait faire dans sa tête 5 gestes mentaux. Et ces 5 gestes mentaux sont l'attention. Vous dites, mais évidemment, moi j'ai des problèmes avec l'attention de mes élèves, avec l'attention de mes enfants. La mémorisation. Comment faire pour mémoriser? Que ça reste.
voyez la problématique avec mes élèves qui oubliaient au fur et à mesure qu'on avançait dans le programme. On a besoin du geste de compréhension, du geste de réflexion et du geste d'imagination créatrice. Et je vous propose tout simplement maintenant d'aller à l'aventure et de découvrir ces 5 gestes mentaux-là. Voilà. Et j'ai vraiment l'ambition de vous faire tous monter ce petit escalier. Alors là, on commence, on est peut-être en bas. Je ne comprends pas, je n'y arriverai pas. Vous pensez à vos élèves, vous pensez peut-être à vous qui regardez ce petit topo. Et puis on va monter, on va gravir ces marches pour arriver à « je me suis découvert, je maîtrise mes moyens d'apprendre et je suis autonome, je réussis ». Voilà. Et pour pouvoir y arriver, eh ben on va utiliser tous ces petits outils que je vous ai présentés, ces gestes mentaux, pour pouvoir se découvrir, mais se découvrir en situation de réussite, pour pouvoir ensuite les réutiliser pour les matières scolaires. Je vais vous proposer, alors c'est un peu original dans mon atelier, c'est que là vous allez avoir besoin d'une feuille de papier et d'un crayon. Peut-être que certains l'ont déjà avec eux, parce que en fait pour vivre, comment on fait pour apprendre? Donc voilà la découverte de l'attention et comment on fait pour apprendre et on rentre dans l'apprentissage par l'attention. Vous allez faire un petit exercice et ce petit exercice en fait va nous servir de base pour découvrir chaque geste mental. Je vais vous afficher une image, vous aurez quelques instants pour la mémoriser et je vais vous proposer après de la refaire à l'identique quand je l'aurai enlevée sur votre feuille. Pour ceux qui veulent, je remets la consigne à l'écrit. Voilà. Ça y est, vous êtes prêts, vous avez eu le temps d'aller chercher votre petit matériel. Ça y est, c'est parti. C'est du japonais et ça veut dire honneur. Donc là, vous la mettez en tête. Ça y est, je pense pour un certain nombre, ça y est, vous l'avez bien en tête. Je vous propose maintenant de dessiner ces 2 idéogrammes. Ça y est, je pense que c'est à peu près fait pour chacun d'entre vous. Et maintenant, nous allons ensemble découvrir en fait quelles sont les différentes procédures que vous avez pu utiliser pour réussir cet exercice. Eh bien, lorsque l'idéogramme était affiché devant vous, c'est rentré par vos yeux, vous êtes d'accord? C'est vraiment le sens c'est la vue qui a été extrêmement sollicitée. Mais pour pouvoir le refaire après, peut-être que certains d'entre vous ont utilisé dans leur tête des images, ont essayé de revoir les idéogrammes dans leur tête. Alors peut-être pour certains à l'identique, de façon globale, peut-être en coupant par morceaux. Peut-être que certains d'entre vous, en voyant les idéogrammes, ont pensé à des formes, ont pensé à des lettres. Donc en fait, vous avez vu les images d'autres choses dans votre tête que vraiment l'idéogramme. Et puis peut-être que vous vous êtes parlé dans votre tête. Vous êtes fait des commentaires, vous avez nommé les différentes parties. Peut-être que dans votre tête, vous avez fabriqué ce qu'on appelle une évocation auditive. Vous avez entendu des sons, des bruits, entendu des voix qui vous ont aidé à apprendre. Et peut-être que certains d'entre vous ont eu besoin de refaire dans l'air, ont eu besoin de refaire comme s'ils s'imaginaient sur leur feuille. Tout ça, c'est 4 natures de l'évocation que je viens de décrire. C'est les 4 façons d'entrer dans les apprentissages. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde extérieur, pour pouvoir être attentif, eh bien, vous devez le faire monter dans votre tête. Et si je veux un peu donner plus de précision, tout simplement, je vais vous montrer ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous vous parlez. Ça peut être encore plus précis. Peut-être que certains d'entre vous, ce qu'ils ont vu dans leur tête, en fait, c'était, pour le premier, la lettre A posée sur un carré. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont dit « Ah ben c'est une hache posée sur une bûche ».
Et puis pour le deuxième, peut-être, certains se sont dit « Ah, mais ça ressemble à une pagode chinoise avec le toit, les rondins, la porte et tout ça. » Donc peut-être que certains d'entre vous, pour pouvoir apprendre, ont eu besoin de faire ce qu'on appelle des liens concrets dans leur tête. Alors que ce soit, ils le revoyaient dans leur tête, que ce soit, ils se le disaient dans leur tête avec leurs mots, ou ils réentendaient des souvenirs, ou bien ils vivaient les souvenirs avec des mouvements dans leur corps. Et puis peut-être que dans votre tête, vous avez utilisé pour certaines autres choses. Vous vous êtes dit, tiens, ça ressemble à un carré, à 2 traits parallèles. Ça ressemble, pour le deuxième, à la lettre pi. Alors, vous avez vu, je fais exprès de ne pas vous remontrer les idéogrammes, tout simplement parce que là, on est en train d'analyser ce qui se passe dans votre tête. Et si je vous avais remis les idéogrammes devant vous, vous n'auriez pas accès à ce qui se passe réellement dans votre tête. Donc, un des secrets, c'est pour réaliser que je pense, que je suis attentif. Il y a un moment, il faut que je cache le support. Il faut que je cache ce que j'ai appris pour aller voir dans ma tête si tout est vraiment installé. Et là, on est en train de finir de décoder ce qui s'est installé. Et vous avez tous fait dans votre tête des liens, que ce soit en visuel, en verbal, en auditif ou en tactile, vous avez tous fait des liens de similitude, de différence avec des choses que vous connaissiez déjà. Ou peut-être, vous avez fait des liens de similitude tout simplement dans le schéma. Tiens, il y a un carré dans le premier idéogramme. Oh, il y a aussi un carré dans le deuxième idéogramme. Et ça y est, vous vous êtes basé là-dessus pour construire la suite. Et puis, il se peut que vous avez fait dans votre tête ce qu'on appelle des liens inédits, des liens personnels. Ça vous a rappelé un lieu, une ambiance, une atmosphère, un pays peut-être dans lequel vous êtes allé. Et donc, ces 4 natures d'évocation, ces 4 paramètres d'évocation, quand vous les utilisez, vous êtes certain, là, d'être attentif. Et je voudrais résumer ce qui vient de se passer dans votre tête. Vous venez de réaliser complètement le geste d'attention quand vous avez fait ça. Et si par hasard, quand vous avez dessiné, vous vous dites « Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a un truc, je ne sais plus trop comment le faire. » Ben, peut-être parce que vous n'avez pas pris le temps de bien l'installer dans votre tête. Et en effet, vous voyez que pour être attentif, ça s'appelle le chapeau de l'évocation, un schéma qui a été fait par Armelle Géninet, formatrice en gestion mentale. Eh bien, je perçois. Donc déjà, vérifiez que chez vos élèves, chez vos enfants, la perception, tous les sens fonctionnent bien. Souvent, on a l'habitude de vérifier la vue, mais on oublie de vérifier l'audition. Et à partir du moment où les sens fonctionnent bien, avec mes sens, je peux faire, hop, mettre toutes les informations dans ma tête. Et à cette condition, et uniquement à cette condition, au moment où je perçois, je décide de le mettre dans ma tête, là, je suis attentif. Et vous voyez bien que dans votre tête, vous avez tous les droits. Il n'y a pas 2 personnes là qui nous regardent qui ont fait la même chose. C'est-à-dire que vous avez fabriqué dans votre tête une image mentale pour qu'en l'absence de l'objet perçu, il vous reste une trace. Et si on revient un petit peu à nos élèves, eh ben, souvent vos élèves, ils lisent. Vous voyez, ça fait un peu ça le mouvement. Et à aucun moment, ils décident de le mettre dans leur tête. C'est pour ça qu'il y a énormément, on se plaint beaucoup des problèmes d'attention. Parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils doivent le mettre dans leur tête. Et la dernière étape, vous voyez, il y a une petite flèche bleue qui redescend vers la réutilisation. Ben oui, parce qu'en fait, les évocations que vous avez fabriquées, c'était au service de ce que je vous avais demandé, le redessiner à l'identique. C'est-à-dire que vous avez peut-être commencé une stratégie, et en cours de route, vous avez changé, parce qu'il fallait que vous puissiez accomplir, en fait, réaliser la consigne qui vous avait été donnée. Donc parfois, on tâtonne, parfois, on évoque un certain nombre de choses, mais on va en garder qu'une partie pour pouvoir répondre au projet, à la visée de réutilisation qui a été demandée. Donc, en résumé, vraiment être attentif, c'est passer par ces 3 étapes-là. Je perçois, avec le projet de me mettre une évocation dans ma tête. Et cette évocation-là, je ne vais pas évoquer elle va être orientée en fonction de la visée de réutilisation que j'ai. Et je voudrais tout simplement vous donner un exemple d'élève. J'ai un petit Néhémie qui arrive dans mon cabinet et on commence à lire un petit livre. On lit la première page, je ferme le livre. Et je demande à Néhémie, je dis, Néhémie, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu viens de lire? Il me raconte une histoire, mais qui n'a rien à voir avec ce qui est réellement écrit. Alors, il me raconte l'histoire de deux copains qui vont
chez un grand-père pour pouvoir jouer. Je dis, ok Némi, j'ai bien écouté, je reformule ce qu'il dit et je rouvre le livre. Il relit ce qu'il vient de dire. Il dit, mais c'est pas du tout ça, madame. En fait, ce sont des cousins qui vont chez leur oncle au bord de la mer. Et là, il me regarde et il dit, mais j'avais pas du tout compris ça la première fois. On passe à la deuxième page, il s'est plus jamais fait avoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a testé, que en fait, ce qu'il devait mettre dans sa tête, c'était exactement ce qui était écrit, en images, en son, en bruit, en se répétant. La fois d'après, il est arrivé au rendez-vous et il m'a dit « Madame, est-ce que je peux vous raconter l'histoire ?» Tellement il était fier de se souvenir de tout ce qu'il avait lu et tout ce qu'il avait mémorisé, tout ce à quoi il avait été attentif, il avait mis dans sa tête. Et je vous propose maintenant de passer à notre deuxième geste mental, qui est la mémorisation. Alors vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer, le temps pour chaque geste mental va diminuer, parce qu'en fait, il y aura tous les acquis des gestes précédents. Alors, pour pouvoir mémoriser efficacement, eh bien, une des conditions, vous avez compris qu'il faut déjà être attentif à ce que l'on fait, et une des conditions, c'est ce qu'on appelle le futur d'utilisation. Et je vous ai fait un petit dessin. J'ai repris tout simplement le dessin que je fais dans mon cabinet avec tous les élèves que je vois. Il y a ça vous arrive trop souvent, je suis certaine, d'avoir un élève qui vous dit « Mais madame, à la maison, mais je vous assure, je l'ai récité à ma maman, mais je le savais par cœur. » L'élève arrive à l'école, incapable de se souvenir de quoi que ce soit. Alors des petites bribes, mais vraiment complètement perdu. Alors vous, évidemment, si vous êtes prof, vous dites « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. » Je dis « Mais et vraiment, la maman de bonne foi vous dit, ou le papa de bonne foi vous dit, mais je vous assure, il m'a tout récité. » D'où vient cette perte d'information? Et vous repensez, moi, à mes élèves, ma problématique en classe, où j'avais l'impression, dès que je changeais de chapitre, mais je perdais mes élèves. En fait, tout simplement, vous voyez le premier petit bâtiment qui est la maison. Quand un enfant travaille chez lui, fait son travail de classe, en fait, ce qu'il apprend chez lui ne sera pas forcément utile que chez lui. La plupart du temps, là où ça va lui être le plus utile, ça va être quand il va aller à l'école, au collège, au lycée. Donc ça veut dire que quand il est à la maison, quand il apprend, dans sa tête, il se demande déjà où, quand, comment je vais en avoir besoin. C'est-à-dire qu'il s'imagine dans le futur utiliser cette connaissance. Je projette dans le futur, dans cet imaginaire d'avenir, cette connaissance. Antoine de la Garandrie dit « Je dois mettre sur orbite la connaissance ». Et au fur et à mesure que la date du contrôle d'évaluation arrive, il faut que l'orbite soit de plus en plus serrée. Et une fois qu'il arrive, le jour de l'évaluation, il est à sa table, il est devant son travail. Il y a des élèves qui disent « Mais je ne sais plus rien, au secours ». Il y a un moyen d'aider vos élèves. En fait, tout simplement, quand ils sont en classe, dans leur tête, ils repartent, regardez, c'est la flèche du bas, ils repartent dans le passé, au moment où ils ont appris. Qu'est-ce que j'ai vu? Ils repensent à leur cahier, à leur livre. Qu'est-ce que je me suis imaginé dans ma tête? C'est quoi les petits moyens mnémotechniques que j'ai mis en place? Et de cette manière, ils peuvent retrouver les informations. Et je voulais vous donner un exemple. J'ai un professeur d'histoire géo qui a assisté à une de mes conférences et qui avait un problème avec un de ses élèves qui, à chaque évaluation, état de stress maximum et elle ne savait pas comment aider cet élève. Classe de 4e. Et après la conférence, en début d'évaluation, elle s'est assise à côté de l'élève. Et elle lui dit « Je sais que tu travailles chez toi. Je sais que tu es consciencieux. Je sais que tu as appris tout ce qu'il fallait apprendre pour le contrôle. Est-ce que tu peux faire revenir là maintenant, avant de commencer, elle retourne la feuille pour pas qu'il y ait trop de stress, est-ce que tu peux faire revenir là maintenant dans ta tête tout ce que tu as appris à la maison? Allez, repense au chapitre. Repense aux différents chapitres. Repense aux différentes parties. Repense peut-être aux cartes, aux schémas. Et petit à petit, elle a vu le visage de l'élève qui se détendait. Elle a vu petit à petit le visage de l'élève qui commençait à rayonner. Et elle n'a donné aucune réponse. Elle a juste aidé l'élève à aller retourner dans sa tête au moment où il avait appris pour que les informations reviennent. Au bout de 3-4 minutes, c'est tout. Le professeur a dit « Ça y est, je sais que tu es prêt pour faire l'évaluation. » Et ça a donné des résultats excellents. Donc voilà une petite piste pour pouvoir accompagner dans la mémorisation le travail de vos élèves ou de vos enfants. Et vous comprenez pourquoi, en fait, moi j'ai compris pourquoi en classe mes élèves oubliaient tout. Je ne donnais aucun imaginaire d'avenir. C'est-à-dire que je commençais mon cours et blablabla et blablabla, mais les élèves ne savaient pas ce qu'ils allaient devoir en faire après. Donc en fait,
vous les profs, n'hésitez pas à annoncer l'objectif. N'hésitez pas à annoncer de quelle manière concrète ils vont devoir réutiliser ce dont vous allez parler maintenant. Ça peut être répondre à des questions à la fin du cours, ça peut être tout simplement une petite interro sur les 3 notions les plus importantes. Vous voyez, ça motive. Tout de suite, il y a un futur d'utilisation qui est concret. Et donc voilà, donc on en est bien. Attention, c'est hop dans la tête avec tout le panel des évocations. Mémorisation, c'est je vais donner un futur d'utilisation. C'est-à-dire que je le garde. C'est pas juste quand je ferme le cahier, ça y est, je suis débarrassée, c'est fini. Non, non, non. Je dois le garder dans ma tête jusqu'au bout. Et je vous propose d'aller à l'aventure maintenant jusqu'à votre... avant de passer au geste de compréhension, je vous fais cadeau d'un magnifique outil pour favoriser l'attention et la mémorisation de vos enfants et de vos élèves. C'est ce qu'on appelle le cahier d'évocation ou l'évocation mentale. La condition pour que la mémorisation soit efficace, c'est qu'il faut réactiver régulièrement. On évoque, on se donne un futur d'utilisation et on a besoin de réactivation. La première réactivation la plus pertinente, c'est la réactivation qui se fait le soir même. Et donc je propose à vos enfants, quand ils rentrent le soir, mais c'est valable aussi pour vous les profs, en fin de journée, vous effacez tous les tableaux. Vous fermez tous les livres, vous fermez tous les cahiers. Et mentalement, ils repensent à leur journée dans leur tête. Ils font revenir chaque moment de la journée. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui en telle matière, en telle matière? Et je vais même plus loin. Qu'est-ce que le prof voulait vous apprendre? Si l'enfant est à la maison, il a son sac qui est fermé. Le cahier est fermé, il ne regarde pas dans son cahier. Il fait revenir ses souvenirs dans sa tête. Tout simplement parce que les souvenirs qu'il va retrouver, ce sont des souvenirs qui sont des évocations, des souvenirs qui sont déjà passés dans sa mémoire à long terme. C'est pour ça qu'il arrive à les retrouver. Et quand ensuite, une fois qu'il a bien mouliné quelques instants, il va ouvrir son cahier. Vous faites faire ça en classe. Ils ouvrent leur cahier. Et là, ils relisent ce qui s'est passé. Mais simplement, ils ne partent pas de zéro. Parce qu'ils ont déjà quelques souvenirs qui sont revenus. Et donc, ce qu'ils vont relire, ça va s'accrocher. Donc, quand on lit le cours, c'est notre mémoire de travail qui travaille le plus. Et les informations vont s'accrocher aux éléments qui sont déjà installés dans notre mémoire à long terme. Donc, c'est une façon d'accrocher les informations de façon encore plus pertinente et de façon plus fiable. Et donc, ce moment où j'ouvre le cahier, eh ben, je vérifie, je modifie, je complète. Et selon l'âge et la classe des enfants, je vous propose différentes stratégies. Pour le primaire, quand ils reviennent à la maison, pour les parents qui nous écoutent, eh bien, tout simplement, je leur propose de faire cet exercice-là uniquement pour les matières pour lesquelles il y a du travail à faire. Donc, ça veut dire que vous avez les cahiers et que vous pouvez vérifier. Mais c'est valable aussi pour la leçon de grammaire, pas forcément pour la leçon d'histoire ou de sciences. Il fait d'abord revenir à ton avis et marquer exercice de grammaire. À ton avis, ça va porter sur quoi ton exercice de grammaire? Vous voyez, c'est assez incroyable parce que l'enfant se rend compte qu'il pense. Au lieu de, vous voyez, il arrive à la maison avec du travail à faire, il a l'impression que il est submergé, il a la tête sous l'eau, il faut qu'il recommence tout de zéro. Ben non, en fait, avant de commencer, il y a déjà la majorité des informations qu'il a déjà en tête. Au collège, je propose de faire ce petit travail-là à l'oral, pour chaque matière de l'emploi du temps. Mais même le sport, même la musique, toutes les matières y passent. Et pour les lycéens et les étudiants, je propose de faire ce petit exercice à l'écrit pour les matières à gros coefficients. Et quand ils ouvrent leur classeur, leur cahier, ils modifient et complètent d'une autre couleur. Et en fait, ils se rendent compte, au fur et à mesure qu'ils vont faire l'exercice chaque soir, ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a de moins en moins de couleurs, qu'en fait, ils arrivent du premier coup à retenir le maximum de choses. Et pourquoi je propose cette petite réactivation? Parce que scientifiquement, les travaux de Tony Buzan mettent en évidence, vous voyez le premier graphique, que 10 minutes après le cours, on est capable de retrouver à peu près 80% des informations. Mais si en arrivant, je pose le cahier sur l'étagère et que je ne l'ouvre plus pendant une semaine, regardez ce qui reste. Il reste à peu près 10% des informations au bout d'une semaine. Comment lutter contre cette perte d'informations? Eh bien, tout simplement, vous voyez dans le deuxième schéma qu'il y a une première réactivation à faire. Et cette première réactivation, très souvent,
vous avez dit à vos élèves, à vos parents ou à vos enfants, n'oubliez pas de relire votre cours le soir. Vous voyez que là, la démarche, elle est différente. D'abord, mentalement, j'essaye de retrouver les informations. Donc, on réactive cahier fermé le soir. On refait le même travail, cahier fermé, le week-end. On fait la même chose à chaque vacances. Et vous voyez que du coup, pour les classes où il y a des examens, 3e, première bac de français, terminale, classe préparatoire, université, où vous avez des partiels tous les 6 mois, et bien, au moment où vous arrivez au partiel, vous avez déjà vraiment tout le squelette des connaissances qui sont prêtes, qui sont en orbite, comme dit Antoine de la Garandrie, et qui sont prêtes à être intégrées, à être apprises. Alors, ça, je vous ai mis un petit dessin humoristique de la réactivation du soir. Vous voyez le papa qui s'énerve, et de voir, ils vont se faire tout seuls. Et le jeune ado sur son lit, tranquillou, en disant « cool, cool, m'agresse pas, je réactive ». Bon, cela dit, regardez, les cahiers sont un petit peu loin. À mon avis, pour ouvrir ces cahiers et vérifier, je ne suis pas sûre que... Voilà, il faudrait qu'il se rapproche quand même un peu de son bureau. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Maintenant que vous savez comment faire pour être attentif, je fais hop, avec toutes mes évocations dans ma tête. Pour ne pas oublier, je donne un futur d'utilisation et je réactive régulièrement. Maintenant, il nous manque le geste de compréhension. Comprendre. Parce qu'il y a des élèves qui ont une mémoire extraordinaire. Donc, ils vous apprennent par cœur des définitions, mais en fait, au moment de faire l'exercice, incapables de faire l'exercice. Vous savez, la compréhension, c'est le moment où l'élève, il est un peu avachi, là, comme ça, et puis d'un seul coup, il se redresse, il dit « Ah, mais oui, c'était ça !» Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il se redresse? En fait, tout simplement, parce qu'en fait, d'un seul coup, ça a fait du sens pour lui. D'un seul coup, il a connecté des trucs dans sa tête. En fait, il a fait des liens dans sa tête. Et ça y est, il a trouvé du sens. Ce qui était à l'extérieur est arrivé à l'intérieur en faisant du sens. Et voilà ce que c'est la compréhension, c'est prendre pour soi. Et comment réussir à comprendre? En fait, tout simplement en faisant des liens. Et je voudrais revenir sur l'exercice que vous avez fait sur l'idéogramme. En fait, vous avez regardé l'idéogramme, vous avez dit, mais il y a des traits dans tous les sens, quoi. Comment je vais m'y prendre? Certainement, certains d'entre vous se sont dit, je vais prendre en photo, et puis voilà, ça va être bon. Et puis en fait, au bout de 10 secondes, vous avez dit, non, ça ne va pas marcher, il y a trop d'informations sur ce document. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait dans votre tête? Quand vous avez comparé avec des lettres, avec des formes, quand vous avez comparé avec des objets, quand vous avez dû nommer, raconter des choses, vous avez fait quoi dans votre tête? En fait, vous avez fait des liens. C'est-à-dire que vous avez associé, réassocié des choses, ce qu'il y avait de nouveau, avec ce que vous aviez déjà en stock dans votre tête. Donc, comprendre, c'est tout simplement installer du nouveau sur de l'ancien. Et donc, pour faire cela, vous êtes obligé de changer, modifier, compléter, même créer des nouvelles connexions neuronales. Vous n'aviez jamais fait peut-être cet exercice d'idéogramme. Vous n'aviez jamais appris un heure en japonais. Donc, il a fallu créer des nouvelles connexions. Mais vous avez créé des nouvelles connexions en les accrochant à quelque chose qui était déjà installé. Et là, vous avez fait du sens. Et je voudrais revenir à la situation de prof où je vous disais tout à l'heure, c'est bizarre, les élèves ils décrochent au fur et à mesure, et en fait au fur et à mesure du cours, et ils ont du mal à retenir. En fait, une des conséquences aussi, c'est que nous, profs, on a notre progression qui est hyper claire dans notre tête. Mais est-ce qu'on l'explique à nos élèves? Est-ce qu'on dit la suite logique de notre cours à nos élèves? Trop souvent, on ne dit pas comment les choses sont reliées entre elles. En début de chapitre, par exemple, ne pas oublier de dire, mais en fait, c'est quoi les prérequis pour commencer ce chapitre? Les prérequis dont on a besoin, que vous connaissez déjà. En fait, qu'est-ce que ça a comme effet? L'élève stimule dans sa tête, toutes les zones des prérequis. Ils sont prêts et il va pouvoir accrocher une nouvelle connaissance à ce qui est déjà dans sa tête. Voilà comment faire pour que ça tienne bien. Et ça donne une citation que vous pouvez trouver de Steve Masson dans « Activer ses neurones », qui est tout simplement pour pouvoir apprendre efficacement, il faut activer les neurones. Et les neurones qui s'activent ensemble, en fait, ils vont travailler ensemble. Après avoir eu la joie d'accéder au sens par le geste de compréhension, voilà, ça vous donne un cerveau super musclé. Et je vous propose de continuer en arrivant au geste de réflexion. Qu'est-ce que c'est réfléchir? C'est tout simple. Je vous donne une petite image. Il y a 2 miroirs. Vous imaginez, le miroir, c'est le nouvel exercice que vous avez.
L'autre miroir, c'est le stock que vous avez en tête. Et bien, réfléchir, c'est faire un rayon lumineux qui va de l'un à l'autre pour aller dans le stock. Je reviens à l'énoncé, je vais dans mon stock, je reviens à l'énoncé pour trier, ordonner tout ce que j'ai dans la tête pour répondre le mieux possible à la consigne. Et en prenant les travaux de Guy Saunois, il explique très très bien les différentes étapes pour arriver à la réflexion. Vous voyez qu'on a de toute façon besoin de l'évocation. Il faut évoquer l'énoncé pour comprendre de quoi il s'agit, pour l'avoir en tête. De quoi il s'agit, je me situe dans quel chapitre, dans quel thème. Je trouve la problématique. Je fais des allers-retours pour trouver les informations et trier. Je respecte la procédure, je n'oublie pas de présentation. Et enfin, je peux écrire la réponse, écrire la solution. Donc réfléchir prend du temps. Et vos enfants ou vos élèves n'aiment pas passer du temps. Donc si la réponse n'arrive pas tout de suite, très souvent, ils se disent « je ne sais pas ». Donc c'est très intéressant en fait, de leur renseigner c'est quoi la réflexion. Et je vous propose de terminer avec l'imagination créatrice qu'on a déjà utilisée dans tous les gestes qu'on a vus jusqu'à présent. En fait, imaginez, l'imagination créatrice est au service des apprentissages, au service des connaissances. Et l'imagination créatrice est différente de l'imagination vagabonde. Vous voyez, pour l'idéogramme, vous avez orienté tous les liens que vous avez faits. Vous avez orienté votre imagination pour pouvoir le refaire à l'identique. Et très souvent, en fait, les enfants n'osent pas s'autoriser à imaginer. Ils pensent que s'ils pensent à autre chose, s'ils font des liens dans leur tête, en fait, ça va trop les distraire. Mais parfois, en fait, c'est ce qui leur permet d'accéder à la connaissance. Mais la condition pour l'imagination créatrice, c'est d'avoir un énorme stock. Et donc, pour pouvoir avoir un stock, eh ben, il y a des choses qu'il faut savoir par cœur. Et comprendre ne suffit pas. Il y a des moments où il faut savoir mémoriser. Donc, vous voyez bien la complémentarité entre les différents gestes mentaux. Et pour terminer, je voudrais vous montrer une petite vidéo où on va aller dans la tête d'un élève. C'est un extrait du petit Nicolas. Et vous allez analyser, suite à une question, quelles sont toutes les procédures mentales qu'il va utiliser pour pouvoir répondre à la question. Et on va rebalayer tout ce qu'on vient de voir. En fait, tout simplement, on a pu découvrir ce qui se passait dans la tête de Clotaire. Et vous voyez bien qu'à la lumière de ce qu'on a vu, en fait, une question lui est posée. Vous voyez un peu cet état de stress. Mais analysez l'attitude en fait, de Clotaire. Regardez, il est droit comme ça, il ne bouge pas. On se demande même s'il se passe quelque chose dans sa tête. Et après, quand vous allez dans sa tête, vous voyez les aiguilles. Les aiguilles, on relie un peu ça, qui font bip, bip, bip. En fait, ça mouline à 200 à l'heure dans sa tête. Et ça mouline à fond, mais ça ne se voit pas extérieurement. Et il a envie de faire plaisir à sa maîtresse, il a envie de faire plaisir au ministre, et voilà, il a envie d'être fier. Et regardez, grâce à une évocation auditive de sa maîtresse qui lui dit « Tu es allé en bac de mouche avec tes parents ». Il y a un flux d'images, vous voyez la complémentarité. En fait, on ne fait pas qu'une seule chose dans sa tête quand on réfléchit, quand on est attentif, quand on apprend. On se fait et des images, et on peut se parler dans sa tête, on peut faire plein de choses au service de la recherche de connaissances, de l'installation des connaissances pour pouvoir ensuite les réutiliser. Et je voulais terminer avec cette belle phrase d'Antoine de La Garandrie, qui est aussi le titre d'un de ses ouvrages, « Le plaisir de connaître ». Vraiment, le bonheur, c'est d'amener tous nos enfants, tous nos élèves, au plaisir de connaître. Je ne connais pas un élève qui n'aime pas apprendre, qui ne veut pas apprendre. Mais simplement, pour pouvoir le réconcilier avec des apprentissages, on part toujours de ce qu'il sait faire. Rappelez-vous, mon fiston, on appuie là où ça va bien pour commencer. Et parce qu'il est à nouveau en confiance avec des apprentissages, et ben ça y est, on arrive au bonheur d'être, c'est-à-dire je peux prendre ma place dans le monde, je peux prendre ma place là où je suis, et je peux rayonner et faire rayonner mes talents. Merci. Merci Rosen. Je crois que nous avons des questions du public. Si vous avez encore quelques minutes, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes pour répondre à des questions. Oui, merci beaucoup Rosen de la présentation de ces gestes mentaux qui donnent de belles pistes pour les parents et les professeurs. Mais est-ce que c'est vraiment réalisable en classe de 25 ou 30 élèves ? Oui, merci beaucoup. En fait, c'est très souvent c'est la question d'un très grand nombre de professeurs. Et en fait, ce que je viens de vous exprimer, enfin de vous expliquer, c'est que en fait, la gestion mentale ne demande pas de reconcevoir ces cours. La gestion mentale demande juste de permettre à l'enfant, par des pauses,
ou par des moments où on cache tout, de se rendre compte qu'il peut penser. Et que même si je cache la définition que je viens de copier dans mon cahier, je la cache. Faire tout simplement réaliser à l'élève en classe, en fait, que sa définition, elle est encore dans sa tête, alors qu'il ne la voit pas avec ses yeux. La première étape, c'est vraiment ça. Et donc, toutes ces petites pistes, en fait, c'est tout à fait réalisable en classe. Parce que, et je dirais même, c'est encore plus riche en classe. Parce que quand vous parlez, par exemple, d'une leçon d'histoire, et que vous dites, mais attendez, vous allez devoir l'apprendre ce soir à la maison. Allez, racontez-moi comment vous allez vous y prendre. Racontez-moi comment vous allez faire. Ça donne une diversité de procédures. Et l'élève qui est en difficulté, qui lui, il ne sait pas comment apprendre ses leçons, mais il va les piocher dans les propositions des autres. Donc ce moment de ce qu'on appelle de dialogue pédagogique entre le professeur et les élèves, que moi je fais en cabinet, mais je fais aussi en stage dans des groupes assez importants, que je fais en conférence avec des amphis de 200 élèves parfois. Mais en fait, c'est aussi possible en classe. Et c'est même presque une richesse d'avoir cet échange. Bien sûr. Voilà. Merci Rosaine. Une autre question ? Oui. Est-ce que la gestion mentale peut aider les enfants qui ont des troubles 10 ? Alors, j'ai un certain nombre d'élèves que je suis et qui, la plupart du temps, quand ils viennent me voir, c'est qu'en fait, il y a eu des troubles 10, troubles de l'attention, différents troubles. Je voudrais revenir à la base de la gestion mentale pour pouvoir découvrir, vous savez, le petit escalier du départ, quand on voyait le petit bonhomme qui montait l'escalier. Comment il fait pour monter l'escalier ? Eh bien, en découvrant sa façon de faire quand il réussit quelque chose. Et en fait, la gestion mentale accompagne les enfants qui ont des... Peu importe le trouble, il les accompagne en partant d'abord de ses forces et de ce qu'il sait faire. Donc, même un enfant qui a des difficultés, peu importe les troubles qu'il a, dyspraxique, dysphasique, dyslexique, dysorthographique, en fait, à côté de ça, il a des forces. Et donc, la gestion mentale va permettre de mettre en évidence ses forces, de les développer, et après de faire le transfert de ces forces pour aller tirer ce qui va mal. Et ce qui est un peu nouveau, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant a des difficultés ? On va le rééduquer là où ça va mal. Donc c'est vraiment une autre façon d'aborder en partant des forces. C'est un renversement de la proposition, vraiment. En fait, en partant des forces de l'enfant. Et je ne connais pas de pédagogie qui soit plus puissante que ça. Tant mieux. Est-ce qu'on a le temps ? On a le temps pour une dernière question, ou peut-être deux ? Deux dernières questions. Une question à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu. Mon enfant n'a pas d'imagination. Comment l'aider ? Oui, c'est une question qui revient. Oui, c'est vrai, qui revient souvent. Alors, il faut revenir un petit peu à l'origine. Comment faire pour avoir de l'imagination ? Je vais vous donner une comparaison avec les peintres. Comment Picasso est devenu Picasso ? Eh bien, en fait, il a commencé par copier tous les grands maîtres. Il a commencé par étudier l'histoire de l'art, il a commencé par étudier et copier. En fait, pour avoir de l'imagination, il faut avoir du stock. Et c'est parce qu'on a du stock qu'on a de l'imagination. Et pour un jeune enfant, même, comment faire pour avoir du stock ? Eh bien, Maria Montessori développe très bien ça. Pour avoir du stock, en fait, c'est chaque moment où il se déplace, chaque endroit où il va. En fait, il emmagasine des images dans sa tête, il emmagasine des sons, des bruits, des images. Et au moment où il rentre dans les apprentissages, tout ce qu'il a emmagasiné, ou alors au moment où il est en train de jouer, et les premiers jeux qu'il fait, c'est des jeux d'imitation, il imite des grandes personnes, il imite ses frères et sœurs, il imite des choses, des gestes, des choses qu'il a vu faire, eh bien, il met en connexion toutes ces images qu'il a emmagasinées. Mais pour pouvoir emmagasiner des images, en fait, il faut aller au rythme de l'enfant. Et je vais vous donner un petit détail tout simple. Nous, parents, quand on veut aller d'un point A à un point B et qu'on a un jeune enfant, on prend une poussette et on va le plus vite possible. Voilà, parce qu'on a la montre, il faut qu'on soit à l'heure. Est-ce qu'il y a des moments dans la semaine où on va à la vitesse de l'enfant ? Parce qu'en fait, l'enfant, quand il est en poussette, il ne peut rien emmagasiner. En fait, en vrai, il ne voit rien. Ça va trop vite. Donc déjà, pensez, est-ce qu'il y a des moments dans le week-end, est-ce qu'il y a des moments dans la semaine, est-ce qu'il y a des moments dans les vacances où je vais au rythme de mes enfants, où j'accepte de m'arrêter à un endroit. Je fais une balade, bah oui, en fait, je devais être à l'heure. Est-ce que je prends le temps de m'arrêter ? Et en fait, c'est là où l'enfant emmagasine et des informations, il va pouvoir les mettre en connexion. Et c'est ça qui donne l'imagination. En fait, l'imagination vient de là, de tout ce stock-là. Donc, revoir un peu le rythme, parce que notre rythme, c'est le rythme de l'adulte et l'enfant doit s'adapter. Ou de temps en temps,
je me mets au rythme de l'enfant. Je prends le temps de jouer avec lui et je ne le coupe pas. Par exemple, très souvent, il est en train de jouer. Et puis je vois que ça fait longtemps qu'il joue aux cartes. Je lui dis, mais tu veux pas jouer à un autre jeu? Mais non, laissez-le. Maria Montessori a fait une expérience. Elle a regardé un enfant jouer, faire un petit atelier. Il a recommencé 42 fois la même expérience. Elle a fait exprès de faire bouger les enfants de la classe autour pour voir s'il était distrait. Non. Elle a fait bouger les enfants. L'enfant a répété 42 fois le même exercice. Donc un enfant qui répète le même jeu, qui vous demande tous les soirs la même histoire, c'est normal. Il en a besoin. Tout est en train de se structurer dans sa tête. Il est normal, votre enfant. Et surtout, faites-le. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question et puis après on arrête là. Oui, une dernière question. Alors, ce serait des références. Est-ce que vous avez des livres, une référence à nous donner pour avoir des exercices concrets? Et est-ce que vous avez un livre d'Antoine de La Garandrie à nous recommander? Alors, j'ai un livre à vous recommander sur... il y a un livre qui est extraordinaire sur l'attention qui s'appelle « Les petites bulles de l'attention » qui a été écrit par Jean-Philippe Lachaud et qui met en scène en fait tout ce jeu des neurones, des connexions dans la tête pour pouvoir être attentif et tous les sujets de distraction. Donc ça c'est très amusant parce qu'il y a une partie bande dessinée, moi je lis ça dès la grande section, je le relis. Et puis il y a une deuxième partie qui vient expliquer chaque planche de façon plus approfondie, donc pour les primaires, les collégiens et les lycéens. Ça, on mettra la référence de cet ouvrage sur le site de l'IPSCO. Ouais. Et puis moi, si vous voulez mieux comprendre ce que je viens de dire, il y a un excellent livre qui s'appelle « Tous les enfants peuvent réussir », qui est coécrit par un professeur, Geneviève Catan, et commenté par Antoine de La Garandrie. Donc il vient commenter des pratiques en donnant l'éclairage de la gestion mentale. Et je trouve que c'est extrêmement précieux.